Tu fais quoi? J'essaye de devenir la torche humaine. Hein? Ouais, parce qu'en fait j'ai vu qu'ils faisaient un nouveau 4 fantastique, du coup j'essaye de maîtriser tous les pouvoirs pour avoir plus de chance quand je ferai le casting. J'ai déjà réussi à me rendre invisible, regarde. Et donc t'es pas du tout au courant que le film est déjà tourné et qu'il sort en juillet? Oh, c'est pas vrai. Salut! Aujourd'hui on va parler des 4 fantastiques sortis en juillet 2005 et réalisés par Team Story. Mais ils sont pas trois fantastiques? Dans le film avec Raphaël Quenard? Non, ils sont 4. Raphaël Quenard, Raphaël Nadal, Raphaël des Tortues Ninja, et Raph, mon pote de maternelle. Non, ouais, t'as raison, ils sont 4. Mais c'est le truc avec les super-héros, il y en a même un qui prend feu. Ah, ouais, je vois. Ah, cela dit, mon copain Raph, il prenait feu aussi des fois. Le film s'ouvre sur Reed et Ben, deux scientifiques qui vont démarcher Fatalis, un milliardaire à la tête d'une grande société technologique, afin de financer une recherche dans l'espace. Parce que Reed a une théorie selon laquelle des rayons cosmiques auraient frappé la Terre il y a bien longtemps et auraient déclenché le début de l'évolution. Donc il souhaite profiter de ces mêmes rayons qui vont se produire dans 6 semaines pour étudier les effets sur le génome humain. Une étude réalisée dans l'espace produirait des avancées majeures dans le domaine du génome humain, permettrait de guérir d'innombrables maladies, d'allonger l'espérance de vie, de donner à nos enfants santé, force, longévité. Et ça me permettrait aussi de rétablir le réseau chez moi parce que j'ai acheté une PS5 et j'ai pas accès au PSN, donc je peux pas acheter des V-Bucks pour le skin Taylor Swift. Ça me permettrait aussi de bander parce que... Fatalis est dans le noir, spoiler c'est le méchant du film, mais comment il fait pour voir? Intéressante proposition, docteur. Cela dit, moi je vois rien depuis tout à l'heure, hein. Qu'on soit clair. Vous êtes encore là? Fatalis accepte de financer les recherches en échange de 75% des bénéfices potentiels et on découvre Suzanne, employée et actuelle petite amie de Fatalis, spécialiste en génétique et ex de Reed. Il va y avoir des problèmes à la vie là. Alors que l'équipage se met en place, on fait la connaissance de Johnny, interprété par Chris Evans, qui fait de la moto sur du pop-rock. Chris Evans, il est cool, il fait de la moto sur du rock, il embrasse des meufs, il est trop cool. Ben n'a pas trop envie de bosser avec lui parce qu'il s'est fait virer de la NASA pour avoir emmené 2 meufs dans un simulateur qu'ils ont ensuite cassé, mais il n'a pas le choix. L'équipe obtient ses costumes. Ce que je comprends pas, c'est le costume. Ils vont nous rajouter des tutus ou quoi? Et bah tu vois, moi aussi j'étais contre à la base et au final, faut dire qu'on s'y fait. Une fois dans l'espace, Ben et Reed s'embrouillent avec Fatalis, puis Ben fait une excursion que seul Johnny surveille, pendant que Fatalis demande Suzanne en mariage. Vois ça comme une sorte de promotion. Ah, c'est beau l'amour. Alors d'accord, la suspension d'incrédulité, mais j'ai quand même beaucoup l'impression que c'est pas du tout comme ça que doit se comporter une équipe d'astronautes. Soudain, petite boulette. Les rayonnements cosmiques qui devaient frapper dans 7 heures frappent en fait dans 5 minutes. Fatalis ne souhaite sauver personne pour se mettre en sécurité, et l'équipage n'arrive pas à ramener Ben avant que les rayons ne frappent. De toute façon, ça aurait servi à rien, parce que tous les membres se les prennent en pleine face. De retour sur Terre, les 5 protagonistes sont en quarantaine et commencent à observer des changements sur leur physique. Waouh, la coupe. Tu t'es looké papy, c'est bien. Fatalis se fait mettre la pression par les actionnaires car l'échec de l'opération dans l'espace a fait plonger le cours de l'action, et pendant ce temps, Johnny veut aller faire du ski malgré le confinement. L'infirmière prend sa température, il est super chaud, il la pécho et ils partent faire du ski. Chris Evans, c'est trop cool, il fait du snow avec l'infirmière. Il prend feu et atterrit dans un glacier qu'il transforme en jacuzzi. Pendant ce temps, Fatalis veut médiatiser le fiasco de Reed. Je veux passer dans un talk show, chez Larry King. Je veux le Wall Street Journal. Je veux passer chez Ardisson. Je veux Baffy, je veux les meilleurs. On apprend qu'il veut Suzanne parce qu'elle se refuse à lui, et c'est bon, je vous jure qu'on a compris que c'était le méchant. Suzanne dit grosso modo à Reed qu'il comprend rien quand une femme qu'il aime lui envoie des signes, elle est visiblement très frustrée par leur séparation, et eux aussi commencent à se transformer. Regarde-moi. Je voudrais bien. Très pragmatique quand même, je suis pas sûr qu'on aurait eu la même réaction. Mais parce que tu vois la différence entre le shawarma et le kebab, c'est pareil, ça ressemble, la broche, mais en fait c'est pas le même pain. Et du coup... Tout le monde découvre ses pouvoirs et Ben le vit un peu moins bien que les autres parce qu'il s'est transformé en gros bonhomme de pierre. Il cherche à retrouver sa femme et pour ce faire, vole un costume XXL et un chapeau pour passer incognito, comme les Tortues Ninja. Ah bah tu vois, je t'avais dit qu'il y avait Raphaël des Tortues Ninja. Sa femme prend peur et elle s'enfuit. Mais si c'est moi, tu me reconnais pas, j'ai toujours pas un poil sur le caillou. Bah elle est partie. On le retrouve sur un pont, il déprime mais pas tant que ça apparemment vu qu'il fait des blagues, et fait peur malgré lui à un mec venu pour se suicider. Il décide de le sauver en tuant un camionneur et provoque un énorme accident. Sérieux, je vois pas comment c'est possible que Steve soit pas mort. Il fout Jessica Alba à poil pour passer le barrage et rejoindre Ben. Et là non plus je comprends pas trop parce qu'ils passent tous les trois alors qu'il y a que elle qui est invisible. Bref, arrive la scène où nos personnages se révèlent et mettent leur pouvoir à profit pour sauver des gens et éviter la catastrophe. C'est pas mal, c'est la première fois qu'on les voit agir en équipe. Surtout suivi d'un moment d'amitié touchant entre Reed et Ben lorsque sa femme renonce définitivement à lui en posant la bague à terre, Reed l'aidant à la ramasser. À compter d'aujourd'hui, je te jure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Jusqu'à ce que je n'ai plus un souffle de vie pour que tu redeviennes qui tu es. Johnny profite de l'occasion pour parler aux médias et au public qui les accueille en héros et ça y est, ils sont officiellement les 4 fantastiques. Une nouvelle ère commence. L'ère des 4 fantastiques. Oh, c'est assez subtil de glisser le nom du film comme ça dans une réplique. Luke Skywalker.
C'est le retour du Jedi. Dans le même temps, Fatalis se fait définitivement lâcher par ses actionnaires et... Oh, Vertigo Shot, Vertigo shot, Travelling compensé, travelling compensé. Dolly Zoom. Ouais bah arrête, c'est chiant là. Le travelling compensé est un des effets de mise en scène les plus connus. Il est très utilisé et a déjà été expliqué énormément par les vidéastes ciné, donc voici un timecode pour ceux qui savent déjà ce que c'est. Pour les autres, le travelling compensé s'effectue par la combinaison de deux mouvements. Un travelling, par exemple arrière, donc on recule la caméra dans l'espace, que l'on compense par un zoom, dans ce cas avant, pour que les personnages gardent la même taille à l'écran tout en changeant la perspective du décor derrière eux. Il peut être utilisé pour marquer une rupture entre les personnages et leur environnement, comme dans Les Affranchis de Martin Scorsese, ou encore dans La Haine de Mathieu Kassovitz. Ou quand la psychologie du personnage change soudainement parce qu'il a été témoin de quelque chose d'important qui fera basculer le film. Comme ici dans Les Dents de la Mer de Spielberg, où le personnage se rend compte d'une attaque de requin. Ou dans notre cas, Les 4 Fantastiques, mais je trouve son utilisation plutôt grossière et beaucoup moins subtile dans la signification que dans les films que je viens de citer. Et ce sont encore des utilisations très différentes du film qui a popularisé cet effet, Sueur froide d'Alfred Hitchcock, ou Vertigo, son titre original, d'où le nom Vertigo Shot, et dans lequel l'idée était de traduire visuellement la sensation de vertige ressentie par le personnage principal. Film dont certains disent qu'il a un peu mal vieilli mais que moi je trouve pas, et que je vous recommande vivement tellement il regorge d'idées visuelles et tellement il a inspiré la suite du cinéma, rien que ça. Digression terminée, le temps pour nous de retrouver nos 4 fantastiques dans le laboratoire de Reed, qui est aussi son appart, et dans lequel ils vont apprendre à comprendre et utiliser leurs pouvoirs, mais aussi à cohabiter. Le but étant de trouver comment annuler les pouvoirs, surtout pour Ben. Je vais élaborer une machine dans le but de recréer l'orage cosmique. Les rayons cosmiques passeront du générateur à cet habitacle. Si j'arrive à produire une fréquence inverse... Ça va nous ramener à la normale. J'ai des doutes quand même. Attendez. Alors bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Bruno Domenichini, docteur ès sciences, habilité à diriger des recherches, professeur des universités, chercheur invité à l'université de Padova et au laboratoire ISA du département de physique de l'université d'Aarhus, ancien directeur du département interface du laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, unité mixte du CNRS et de l'université Bourgogne-Europe, directeur adjoint de la fédération de recherche du CNRS spectroscopie de photoémission et ancien bassiste des Burning Bananas. Alors Bruno, est-ce que c'est possible ? Non. Fatalis a des pouvoirs aussi. Il se transforme en métal et maîtrise l'électricité. Du coup, il décide d'aller tuer un actionnaire. S'ensuit une séquence où Johnny participe à une compétition de motocross acrobatique. Et c'est facile, cool, il fait de la moto, il fait les jumps, il fait les stunts. Une embrouille éclate alors entre les membres parce que Johnny veut profiter de ses pouvoirs. Reed reproche à Johnny de ne jamais réfléchir, quand ce dernier lui reproche au contraire d'être trop dans la réflexion et jamais dans l'action. Suzanne se plaint d'être invisible aux yeux de la personne qu'elle aime et Ben lui rétorque qu'il donnerait tout pour devenir invisible aux yeux du monde. Reed et Suzanne partent faire une pause dans leurs recherches et reviennent en couple, ce qui énerve Ben qui trouve qu'ils ne font pas assez d'efforts pour qu'ils retrouvent forme humaine. Parce que moi, je te protège plus. Vous êtes tout seul. Il peut pas dire ça. Pourquoi ? Mais ils sont deux. Bon, je vous laisse tout seul à deux. Moi je pars ensemble. Reed décide alors de tester la machine sur lui-même, ce qui ne fonctionne pas car il n'y a pas assez de puissance, et ce qui crée une scène qui m'a traumatisé quand j'étais petit. Fatalis convainc alors Ben qu'il est le seul avec suffisamment de puissance pour faire fonctionner la machine et lui rend son apparence. En fait, il est méchant, et c'était pour le neutraliser. Il neutralise aussi Reed en le congelant, et on a ici la deuxième scène du film qui m'a traumatisé quand j'étais petit. Johnny détourne le missile lancé par Fatalis, Ben se transforme à nouveau, combat de boss final, les gentils gagnent, et c'est la fin des 4 Fantastiques de Team Story. Les 4 Fantastiques est sorti en 2005, au début de la popularisation des films de super-héros. Bien que quelques films marquants soient sortis auparavant, comme le Superman de Richard Donner en 78, les Batman de Tim Burton en 89 et 92, et Blade de Stephen Norrington en 98, j'aurais tendance à dater l'accélération de l'apparition du sous-genre à partir du X-Men de Bryan Singer en 2000. Film au succès critique et commercial souligné, prenant le mythe du super-héros très au sérieux avec un sous-texte d'acceptation de la différence et en choisissant d'ancrer son histoire dans le réel. S'en suivront entre 2000 et 2008 une flopée de tentatives ratées qui décrédibiliseront pas mal le genre jusqu'à la mise en place du Marvel Cinematic Universe avec Iron Man de John Favreau. Tu vas pas du tout parler de la trilogie Batman de Christopher Nolan? Non. Batman Begins est sorti la même année que les 4 Fantastiques. Je sais, mais les 4 Fantastiques, il me fait vachement plus penser à un autre film de super-héros sorti à la même période. Bésodrome à l'agence immobilière. Spider-Man. Spider-Man. C'est ça, je voulais dire. Eh oui, parce qu'on va pas se mentir, mais un PDG puissant qui se fait virer de sa propre compagnie parce qu'on questionne la rentabilité de ses expériences scientifiques, qui commence à avoir des pouvoirs et qui bute gratuitement son assistant, qui a une collection de masques et qui essaye de corrompre le héros sur un fond vert. Sur un bout fond vert. Ben voilà. Comparer le film avec le premier Spider-Man de Sam Raimi va nous aider à comprendre pourquoi 1. Les 4 Fantastiques est pas fameux, 2. Sam Raimi est un excellent cinéaste. Premier point, la caractérisation des personnages. Spider-Man c'est un super-héros à hauteur d'homme, un simple citoyen new-yorkais, adolescent, pas une montagne de charisme, pas un extraterrestre, avec des enjeux à hauteur de la ville. Et Sam Raimi a compris son personnage. Son film est centré plus sur Peter Parker que sur Spider-Man. Il met ainsi en parallèle la crise d'identité que ressentent les adolescents à travers Peter, avec une réflexion sur les apparences tout au long du film, et le questionnement sur ce qui fait de Spider-Man un héros, sur l'utilisation de ses pouvoirs à bon ou à mauvais escient, puisqu'il se bat au départ pour des gens qui ne l'aiment pas, ne le reconnaissent pas et le voient comme une menace.
Il parle ainsi à toute une génération, nous renvoyant aux questionnements auxquels on fait face chacun dans nos propres vies dans cette période cruciale de construction de l'adulte qu'on va devenir. Mary Jane est populaire au lycée mais maltraitée chez elle, Harry est riche mais son père ne l'estime pas, et on a une opposition entre la chair chez Spider-Man et la science chez le bouffon vert. Chaque chose renvoie à une difficulté de l'adolescence, un miroir entre l'image et la réalité. Dans les 4 Fantastiques, on aurait pu avoir un sous-texte sur l'acceptation de soi et des différences. Surtout que comme dans Spider-Man, on passe plus de temps sur la vie des protagonistes que sur les moments super-héroïques. Le plus prononcé dans ce sens, c'est le développement de Ben, qui est celui qui a visuellement le plus morflé, mais à part sa femme, les habitants semblent l'accueillir en héros, au même titre que les autres, donc il est pas tant esselé. Johnny est un petit con arrogant, Reed est un scientifique pas adapté au rapport humain qui passe son temps à analyser les données, Fatalis est un méchant qui veut du pouvoir, et Suzanne, bah, elle est amoureuse de Reed. Il y a un vrai problème avec les personnages féminins dans ce film. Soit elles ont fonction d'objet, de faire valoir, notamment pour le personnage de Johnny qui est trop cool, Yeah! soit elles servent à être amoureuses, et quand dans le texte il est littéralement dit que les femmes sont vénales et qu'elles cherchent un homme qui a des couilles, et qu'en plus on parle d'un de tes personnages principaux, c'est catastrophique. Et je conçois qu'en un seul film c'est compliqué de caractériser 5 personnages avec autant de profondeur, et que les films de super-héros étant relativement nouveaux, il fallait raconter la genèse de leur pouvoir. Mais ce qui renforce cette impression de vide, c'est qu'il se passe pas grand chose dans le film. On passe son temps à nous montrer des scènes du quotidien, à nous montrer que Fatalis est méchant, et à nous montrer Suzanne et Reed se disputer et se réconcilier. Du coup, on se retrouve avec une équipe de super-héros génériques, plate et remplaçable, et du sexisme. Mais c'est pas une excuse, ça, parce que dans Spider-Man aussi, il doit raconter la genèse de ses pouvoirs, et pour autant, on n'a pas l'impression qu'on n'a pas eu le temps de développer les personnages. Sam Raimi a fait quelque chose que Tim Story a peu fait, utiliser la mise en scène. Le cinéma, c'est du son et des dialogues, mais c'est aussi de l'image. Mais merci Sherlock, j'aurais pas deviné. Mais de rien, Watson. Foiré, va. Ce que je veux dire par là, c'est que le langage au cinéma, il passe par les dialogues, mais aussi par les images. Dans Spider-Man, Sam Raimi fait exister la ville et ses habitants pour y ancrer ses personnages à la même échelle. On sait que Peter est pauvre et commence en bas de la pyramide parce que dans la scène où il rate le bus, il est présenté après le sportif populaire et même après le petit gros du lycée, en bas de l'écran. Ascension qui sera ensuite caractérisée lorsqu'il découvre qu'il peut grimper au mur. Il assume le côté comics par l'utilisation de quadrillage qui renvoie aux cases de BD, mais aussi en embrassant le kitsch et les couleurs. Couleurs dont il donne un sens tout au long du film, comme le vert couleur du bouffon vert qui est présent à chaque fois que Peter utilise ses pouvoirs à des fins discutables. On passe progressivement des codes du teen movie ordinaire avec des chants contre chants classiques à une mise en scène plus baroque et extraordinaire, ce à quoi il nous a habitués dans ses précédents films. Le spectateur vit un voyage initiatique et une évolution en même temps que Peter Parker devient Spider-Man. Quelque chose que je reprochais à Aronofsky dans notre première vidéo sur Black Swan, c'était d'être insistant et de faire doublon avec les dialogues alors qu'on avait déjà tout à fait compris l'intention par la mise en scène. Eh bien Sam Raimi ne souffre pas de ce défaut, et les idées passent sans même qu'on ait à les intellectualiser, ce qui lui permet par les dialogues de développer d'autres aspects. Si les analyses de mise en scène vous intéressent, je vous invite à aller voir la trilogie de vidéos du cinématographeur sur les Spider-Man, c'est une tuerie. Tout ça pour dire que c'est assez décevant, parce que j'ai pas l'impression d'avoir passé un mauvais moment devant les 4 Fantastiques. Il y a sans doute un peu de nostalgie qui a parlé, mais en y réfléchissant, quelques scènes sont touchantes avec la chose, le dialogue dans lequel il s'embrouille est intéressant et aurait pu être le vrai point de départ d'un développement, et il y a quelques blagues qui sont efficaces. Entre le film comics assumé de Sam Raimi et le X-Men de Bryan Singer ancré dans la réalité, le tout dirigé par un réalisateur de comédie, le film a eu du mal à trouver son identité. Je pense qu'en enlevant le sexisme, en offrant un peu plus de profondeur au personnage, en assumant la comédie, le film ne serait toujours pas un chef-d'œuvre, mais il aurait bien sa place dans le Marvel Cinematic Universe. Et avec l'arrivée du nouveau film justement dans le MCU, où le côté comédie est assumé, les designs des costumes plus proches du kitsch original et selon la bande-annonce un enjeu plus grand que juste « je suis méchant et on m'a volé ma copine alors je vais dominer la planète », on peut être curieux du résultat. A bientôt! Et du coup, réellement, hypothétiquement, il se passerait quoi s'ils allaient dans l'espace et qu'ils se mangeaient une radiation cosmique comme ça? Je serais tenté de dire qu'il faut juste demander à Thomas Pesquet comment il se sent, puisqu'il en a pris quand même pas mal des radiations. Évidemment, il a été irradié. Est-ce que ça va impacter son organisme? C'est difficile à dire aujourd'hui, mais en tout cas, il a pris une dose de radiation qui est loin d'être négligeable. Je pense que s'il avait un dosimètre sur lui, il en avait probablement un, j'imagine. Je sais pas, mais j'imagine qu'il avait un dosimètre. Je pense que celui-ci explose la dose. Il pourrait pas se transformer en pierre, quoi, par exemple, avec des organes en pierre. Non, je pense que ces organes peuvent se transformer comme celui de quelqu'un qui a un cancer sévère, mais pas au-delà. Je pense pas que... Je veux dire, si son foie augmente de volume, ce sera dû à un cancer. Pas parce qu'ensuite il peut le rapetisser, malheureusement pour lui.